Il est 20 h, vous regardez la télévision Futur Média. Madame, monsieur, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver. Voici tout de suite les titres de cette principale édition. Célébration du 137e appel de Seydina Limamoulaye. Depuis hier, les fidèles musulmans ont commencé leur recueillement. La cérémonie de clôture s'est tenue ce vendredi après-midi à Diamalaye en présence du ministre de l'Intérieur Abdoulaye Daouda Diallo. Dans ce journal, nous serons en ligne avec Dissa Prera. Il a assisté pour nous à la cérémonie. Et puis dans ce journal, zoom sur les nombreux enfants qui se perdent lors de grands rassemblements religieux. Ces dernières 24 heures, à l'occasion du 137e appel de Seydina Limamoulaye, 82 enfants ont été recueillis par la Croix-Rouge qui appelle les familles à plus de vigilance. Issa Nabré condamné à la prison à perpétuité par les chambres africaines extraordinaires. 24 heures après le verdict final, les avocats de l'ancien président tchadien contre-attaquent et parlent d'un procès de tous les échecs. Ils étaient en conférence de presse ce vendredi. Signature d'un accord pour la gestion et la protection des ressources forestières. Le Sénégal et la Gambie décidés à barrer la route aux trafiquants de bois dans la sous-région. Des échanges d'informations sont à cet effet prévus entre les deux pays voisins. La journée mondiale de la danse célébrée demain, 29 avril, l'occasion pour la rédaction de s'intéresser à la pratique du 5e art au Sénégal. Dans le dossier de ce vendredi soir, zoom sur la compagnie Bakalama et ses danseurs professionnels. Voilà pour les titres de cette édition. Restez avec nous, le développement c'est dans une poignée de secondes. Bienvenue à tous et merci de vous informer sur la télévision Futur Média. Je vous le disais, en titre, cérémonie officielle de clôture du 137e appel de Seydina Limamoulaye. Pour en parler, nous sommes en ligne avec Dissa Prera, en direct de Diamalaye. Dissa, bonsoir. Bonsoir Léa Foucault-Ndiaye. Dissa, merci d'être avec nous. Que peut-on retenir de cette cérémonie de clôture à laquelle a assisté le ministre de l'Intérieur Abdoulaye Daouda Diallo? Voilà, merci Léa. Ce qu'on peut retenir, c'est un message de paix, un message de solidarité, un message d'unité au peuple sénégalais délivré par les différents chefs religieux qui ont pris la parole. Il s'agit déjà d'abord de Seydina Issa Laye, le coordinateur de l'appel, qui a fait une mention spéciale aux forces de sécurité, à ceux qui se sont occupés de la santé, à la Croix-Rouge et aux autres personnes qui se sont occupées de l'organisation en général de la 137e édition de l'appel. Il a également réitéré ses remerciements à l'endroit du président Macky Sall. Il a aussi exhorté au travail, les jeunes à aller travailler, à aller chercher de la connaissance. Il a donné l'exemple du pétrole et du gaz qu'on a découvert au Sénégal. Et pour lui, et selon lui, pour pouvoir l'exploiter de manière plus efficace et de manière efficiente, il faut que les jeunes soient formés et pour pouvoir occuper les places qu'il faut. À la suite de Seydina Issa, le coordinateur, c'est celui qui a dirigé la délégation gouvernementale qui a pris la parole, en l'occurrence Abdoulaye Daouda Diallo, ministre de l'Intérieur, qui est revenu sur l'historique, de l'appel du mardi, tout en soulignant le contexte hostile dans lequel Baye a fait son appel. Il a également rappelé la nécessité de faire face au fanatisme, au terrorisme. Il a rappelé le rôle des chefs religieux et des fidèles, qu'il a aussi appelé à élaborer des messages à l'endroit des fidèles pour un peu contrecarrer les messages de ces djihadistes dans les mosquées. Il est également revenu sur le programme de modernisation des cités religieuses, un programme du chef de l'État, et selon Abdoulaye Daouda Diallo, en matière d'assainissement, en matière de sécurité, d'infrastructure, Yoff et Cameroun seront dotés comme les autres villes religieuses. À la suite du ministre de l'Intérieur, c'est le porte-parole Léa Foucault-Ndiaye qui a pris la parole pour clôturer l'événement. C'est Mamadou Lamine Laye, le porte-parole, qui a d'abord remercié les fidèles, le président de la République. Il a aussi fait un appel à la paix, au calme, et selon le marabout, c'est cela aussi la bonne gouvernance. Et il a également appelé les tenants du pouvoir à faire attention à ce qu'ils font, à prendre en compte les populations, parce qu'un jour également, eux, ils devront rendre compte devant Dieu, mais également devant les populations. Et pour finir, Léa Foucault-Ndiaye, Mamadou Lamine Laye a rappelé à l'opposition que seul
Dieu, Allah, le Subhanahu wa Ta'ala, qui élit un président. Donc, à chacun son tour, et il ne faut pas faire beaucoup d'histoire juste pour être président de la République. C'est un résumé ce qu'on peut retenir de la cérémonie officielle de la 137e édition de l'appel de Seydina Limamou Laye. Merci beaucoup à vous, Dissa Préra, en direct de Djamalaï pour la cérémonie de clôture du 137e appel de Seydina Limamou Laye. L'appel de Seydina Limamou Laye, l'occasion pour la rédaction d'aller à la rencontre d'une Martiniquaise chrétienne reconvertie à l'islam. Aujourd'hui, membre de la confrérie layène, elle est au Sénégal pour répondre à l'appel de son guide religieux. Avant sa reconversion, elle s'appelait Pascal Daniel. Aujourd'hui, elle répond au prénom de Mariama Diagne. Son portrait nous est dressé par Ibou Diouf et Mardien. Depuis 7 ans maintenant qu'elle vit au Sénégal, Mariama Diagne, de son vrai nom Pascal Daniel, n'a pas mis les pieds en Martinique où elle est originaire. Mariée à un Sénégalais de la communauté layène, sa vie conjugale, elle l'amène depuis 3 ans à Yoff, à Fermotel. Le Sénégal, terre où l'islam est une religion de paix et de cohabitation pacifique, ce qui l'a séduit et poussé à y vivre. Je suis venu au Sénégal en tant que touriste au départ. Parce que je suis conseillère en insertion, je travaille dans l'insertion et je suis venue à cause que la Martinique est liée au Sénégal par Gorée, par l'histoire de l'esclavage. Donc je suis venue en tant que touriste. Mais arrivé ici, j'ai tellement entendu le nom de Dieu, chez les Mourides, chez les Layènes, chez les Tidianes, les chrétiens. C'est le seul pays où j'ai vu que les chrétiens, les musulmans de différentes confréries, les personnes de différentes croyances sont sur un même territoire, sans guerre, sans fusil, en s'entendant, dans les mêmes familles des chrétiens et des musulmans. Donc ça m'a donné envie de rester. Mariama Diagne, convertie à l'islam, devenue talibé laïenne, répond à l'appel de Seydina Limamou Laye depuis 4 ans maintenant. Si je n'avais pas la foi, si je ne m'étais pas reporté aux écritures de Seydina Issa dans sa première venue, je me serais dit que cette religion-là, elle est fausse. Mais à mesure que j'avançais, je perdais matériellement, mais j'augmentais spirituellement. Donc, en définitive, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais je voudrais dire aux gens que la prophétie laïenne est réelle, parce que ma famille, il n'y a pas de musulmans, la Martinique est à 99% chrétienne, et pourtant je suis là. Je ne suis pas coupée avec la famille, mais ils ont du mal à comprendre pourquoi je suis devenue musulmane. Mais ça avance. La première personne à me comprendre aujourd'hui, c'est ma mère. Il a fallu un temps. Mais quand on se base sur les prophéties qu'eux-mêmes connaissent, ils se rendent bien compte que même s'ils ne comprennent pas tout ce que je dis, mais ce que je dis a une vérité derrière. Donc, Seydina Issa l'a dit, et on ne peut servir que 2 maîtres. Ou on sert Dieu, ou on sert Iblis. Ou on le sait, ou on ne le sait pas. Donc, c'est par manque de connaissances, d'où l'éducation qui est importante sur laquelle Seydina Issa s'est beaucoup basé. Ce que Mariama Diagne souhaite le plus à présent, c'est de recevoir la bénédiction de l'actuel calife et voir le développement de la communauté laïenne à Martinique où elle compte se rendre. On dit là, il Mokhtar, Djeredje Limamou Laye al-Mardi, ou Adjarama Seydina Issa ou Laye, Allahumma amin. Une découverte signée Mame Biram Diouf et Mardien. Grands événements religieux au Sénégal. De nombreux enfants se perdent au milieu de la foule entre Cambérène, Ngor et Yoff. Avec l'appel de Seydina Limamou Laye, la Croix-Rouge sénégalaise a cette année recueilli 82 enfants égarés. 71 ont déjà été récupérés par leur famille. L'un des membres de l'organisation appelle les parents à redoubler de vigilance. Écoutons Aboubakri Sidi Badji. Il est au micro de Mame Biram Diouf. Nous en sommes actuellement à 82 enfants qui sont entrés ici au niveau du site. On a pu en faire ressortir 71 et actuellement on nous a signalé 114 enfants qui sont égarés. Donc c'est ce que nous avons pour l'instant. Oui. Ce sont des déclarations qui ont été faites à notre niveau. Nous recueillons ces informations en vue d'appeler les parents si toutefois l'enfant a été retrouvé en fait. C'est juste que les parents doivent avoir leur réflexe toujours de mettre au moins le numéro de téléphone, soit de la maman ou bien du père dans la poche de l'enfant. Cela permettrait par exemple, une fois que l'enfant est retrouvé, que l'on puisse contacter le proche, celui qui l'a amené au niveau de ce grand rassemblement. Cela nous aiderait beaucoup. L'autre aspect, c'est de juste demander aux parents aussi au moins une fois qu'ils sont dans ces grands rassemblements, de ne pas sortir soit avec les enfants ou bien en sortant avec les enfants, de prendre le soin de bien les tenir la main pour éviter que les enfants ne puissent s'égarer.
Voilà, nous refermons cette parenthèse dédiée au 137e appel de Seydina Limamoulaye. À présent, ce communiqué du ministère de l'Intérieur que je m'apprête à vous lire. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique informe les citoyens, les responsables des formations politiques légalement constituées ainsi que les personnes indépendantes que par décret numéro 2017-683 du 25 avril 2017, le président de la République a convoqué le corps électoral au 30 juillet 2017 pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale, conformément à l'article LO 186 du Code électoral. Par la même occasion, il rappelle aux acteurs concernés que la période de dépôt des dossiers de candidature pour les dites élections est comprise entre le 26 mai et le mardi 30 mai 2017. Un communiqué donc signé par Abdoulaye Diallo, ministre de l'Intérieur au Sénégal. Les avocats officiels d'Hissène Habré contre-attaquent 24 heures après le verdict final des chambres africaines extraordinaires. Le pôle d'avocats de l'ex-président tchadien qualifie le procès de celui de tous les échecs. Maître François Serre invite le ministre de la Justice, Maître Sidiki Kaba, à un débat télévisé. Ce vendredi, les avocats de l'ex-président tchadien ont tenu une conférence de presse, compte rendu avec Chartidiane Diao et Younous Diatta. Les avocats officiels d'Hissène Habré n'ont pas attendu longtemps après le verdict définitif condamnant leur client à la perpétuité pour démonter l'œuvre des chambres africaines extraordinaires. Un procès historique dont la violation des droits d'Hissène Habré, disent-ils. Ce procès est une tâche pour l'Afrique. C'est un procès, un pari perdu pour la classe politique sénégalaise. Tout cela parce qu'en définitive, Idriss Déby était bien le maître judiciaire et qu'en définitive, ce procès n'a jamais retrouvé de l'intérêt de la classe politique sénégalaise, de la communauté des juristes sénégalais, des professeurs, des étudiants. La justice pénale internationale ne peut se retrouver dans ce procès. La population sénégalaise ne peut se retrouver dans ce procès. Nous avons eu en définitive faire face à un tribunal médiatique manipulé par un consortium, payé par les frais également, une fois de plus, le budget d'Idriss Déby. Et aujourd'hui, il y a un prisonnier dans un couloir de la mort qui est l'otage de la République du Sénégal. Maître François Serre et compagnie dénoncent son procès sans appel en violation de toutes les conventions internationales signées par le Sénégal. Il s'adresse en ces termes au chef de l'État du Sénégal. Monsieur le Président de la République, je vous demande, pour l'honneur de cette justice africaine, je vous demande de m'accorder le droit d'affronter votre champion sénégalais, le ministre de la Justice, Sidiki Kaba, grand partisan des droits de l'homme, et qui a utilisé cette carte pour devenir votre ministre de la Justice. Je vous demande de m'autoriser à l'affronter sur un plateau télévisé pour que, effectivement, devant vous, nous ayons la possibilité que la défense s'exprime. Pour le collectif des avocats de l'ancien président tchadien, l'affaire Hissène Habré est loin d'être terminée. Ce n'est que le commencement. Je vous le disais en titre, trafic de bois dans la sous-région. Le Sénégal et la Gambie se disent décidés à barrer la route aux trafiquants. Ce vendredi, les ministres de l'Environnement des deux pays ont procédé à la signature d'un accord pour la gestion et la protection des ressources forestières. À cet effet, il est prévu des échanges d'informations entre le Sénégal et son pays voisin. Plus de détails, c'est avec Alassane et Diafaraba. L'accord paraphé, le Sénégal et la Gambie se donnent la main pour la gestion et la protection des ressources naturelles. Les deux pays s'engagent pour une coopération forte. Nous avons convenu également de travailler de façon plus rapprochée au niveau le plus haut, au niveau donc ministériel, au niveau technique, au niveau des experts, pour que les programmes soient élaborés de façon conjointe ensemble et soient suivis collectivement. Depuis qu'on a pris fonction, nous menons des activités pour arrêter le trafic illicite de bois. D'ailleurs même, nous avons rencontré les autorités sénégalaises avant la signature de cet accord. Commanda, Gambie,
Des programmes mis en place. Autre aspect prévu, l'échange d'informations pour mieux faire face au trafic illicite de bois. Quand nous échangeons les informations, des informations pertinentes, nous pourrons faire face au trafic illicite, nous pourrons faire face au braconnage et mieux nous pourrons élaborer des stratégies pour une valorisation et une exploitation optimale de nos ressources naturelles. Exchange of information. L'échange d'informations va nous permettre de mieux contrôler l'environnement, mais aussi les pistes à suivre pour arrêter le trafic de bois. Selon le ministre Abdoulaye Bibi Baldé, il y a assez d'éléments des forces de défense et de sécurité pour y veiller. Je pense que des deux côtés, il y a en tout cas une nouvelle dynamique. Donc nos forces de défense et de sécurité sont toujours présentes. Et donc ça va être renforcé, le président l'a dit, donc nous l'exécutons. Pour le suivi de cette coopération, un comité d'experts mixtes sera mis en place. Objectif, une meilleure surveillance de l'exploitation des forêts. À Rufisque, les commerçants du marché central très remontés contre le projet du Carré d'Or signé entre la commune de l'Est, la ville et la société Imocène. Hier, jeudi, les commerçants ont tenu une conférence de presse pour dénoncer un projet qui, selon eux, va à l'encontre des populations. Le chef de l'État et le ministre du Renouveau urbain sont tous les deux interpellés par les contestataires. Plus de détails, c'est avec Ousseynou Thiam et Bira Diagne. En assemblée générale, les commerçants de Rufisque rejettent le projet de réhabilitation et de modernisation du marché central dénommé Carré d'Or. Ces derniers estiment que le maire de l'Est est incapable de les reloger et que ce projet est socialement dangereux. Poser deux questions. Est-ce qu'avoir un projet veut dire bafouer l'intérêt d'honnêtes citoyens dans leurs biens? Est-ce qu'avoir un projet veut dire chasser les commerçants de leur lieu de travail comme des singes dans un champ de mangue? Rufisque est une ville digne et très respectée à travers l'histoire du Sénégal. Donc personne ne doit rassembler sa population au jardin public pour raconter des contes de Maïgane Kébé ou des pièces. Le maire n'a aucune discussion consensuelle avec les commerçants établis sur les lieux depuis 1954. Le marché central démarque de tout ce projet et manifeste catégoriquement son refus. Déterminés à ne pas quitter les lieux pour la mise en œuvre de ce projet, ces commerçants réclament l'arbitrage du chef de l'État. Nous interpellons le sous-préfet, le préfet, le ministre de l'Intérieur, le ministre des collectivités locales, le ministre de Renouveau urbain et enfin le président Macky Sall de veiller scrupuleusement de ce projet avant que ça ne soit pas plus tard. Ces commerçants invitent également le président de la République de ne pas inscrire ce projet dans son plan Sénégal émergent du fait qu'il fait l'objet de controverses depuis son lancement. À présent, direction la commune de Gouillat, une localité située dans la région de Thiès. Sur place, les populations étalent leurs revendications. Approvisionnement en eau, coupure d'électricité et absence de pistes de production. À quelques jours du Gamou annuel, le khalife de la localité interpelle les autorités et sollicite l'aide du chef de l'État. Cher Anta Diop essaye l'attire nos correspondants dans la région. Gouillat, cette cité religieuse chérifienne est nichée au cœur du Cayor, à quelques encablures de Ndanknar et à 7 km de Ngaye Mekhe. La localité reçoit chaque année des milliers de pèlerins. Le khalife, par l'intermédiaire de son porte-parole, a mis le doigt sur la plaie. Gouillat est une zone enclavée, pas d'infrastructure moderne. L'accès est difficile. Le porte-parole du khalife a profité de leur point de presse pour lister les nombreuses difficultés auxquelles est confrontée la localité. Ces problèmes ont pour nom le manque de pistes de production, d'eau potable, d'électricité et des structures sanitaires. Se rapporte essentiellement à ces questions suivantes. Amélioration du cadre de vie de la cité religieuse par la mise en place des infrastructures de base qui relèvent de la santé des populations, de l'électricité et surtout l'extension du réseau de base et aller même pour extension du réseau addition d'eau. Le bitumage de la route en latérite qui est moins de 2 km qui relie le village de la ville de Mekhe pour faciliter l'accès et le déplacement des pèlerins. Ils sont attendus à Gouillat samedi prochain à l'occasion du Gamou annuel. Le khalife souhaite que la localité soit prise en compte dans le PUDC, programme d'urgence de développement communautaire.
Formation militaire pour plus de 500 agents de sécurité et de proximité. Une formation destinée à la 2e promotion de l'ASP. Objectif, outiller les agents de sécurité, accentuer la discipline au sein de la promotion et mettre l'accent sur les valeurs civiques. Plus de détails avec Fatou Bintou Conté et Ababakar Kamara. Certains agents de sécurité de proximité ont subi une formation militaire de 15 jours au hangar de l'aéroport Léopold Sédar Senghor. Des agents qui vont constituer la 2e promotion des ASP. Nous avons voulu vraiment favoriser la formation militaire. Parce que, comme vous le savez, la formation militaire constitue quelque chose de primordial dans le renforcement des valeurs civiques. Au cours de ce recrutement, nous avions recruté l'ensemble des militaires qui ont déposé. En tout cas, sur toute l'étendue du territoire national, sur les 3000 candidats, les militaires avaient le coefficient de pondération le plus important pour être recrutés à cette agence. Cela est important d'autant plus qu'aujourd'hui, on ne peut pas distinguer celui qui est militaire et celui qui ne l'est pas. Nous avions assisté à une démonstration de force avec une formation en ordre serré que vous avez assisté, une formation sur les valeurs civiques. Vous pouvez retenir que les ASP sont bien formés au niveau des valeurs civiques, au niveau militaire et au niveau des questions de la sécurité. Et pour cette fois-ci, la formation s'est beaucoup appesantie sur les valeurs militaires. Elle va leur permettre aussi de se forger dans la discipline les actions civiques. D'ailleurs, cette formation militaire est importante, d'autant plus qu'on a dit que cette formation militaire devrait être obligatoire pour tous les Sénégalais. D'autant plus qu'on s'est rendu compte qu'il y a des jeunes qui sont arrivés ici avec des tares. Les ASP dans la discipline, la probité est vraiment dans la rigueur et les valeurs de la République. Jours de formation, on vient de les épuiser. C'était une formation militaire. Les jeunes, on les a pris en main. Ce gendarme encadreur, cette formation va faire renaître de nouveaux types d'hommes. La formation militaire, c'est enlever, comme l'a dit monsieur le directeur général, l'ego de toute une personne. Parce que sur 3000 personnes qui viennent, chacun vient avec ses tares, ses trucs. Maintenant, il fallait tout enlever, mettre là, les amener là où nous voulons. 3000 agents de sécurité recrutés dans tout le territoire national après cette formation de 45 jours vont être déployés dans les quartiers pour assurer la sécurité des personnes et des biens. La Société nationale de recouvrement en atelier séminaire ce vendredi, un atelier de réflexion sur la réforme de la législation de la CNR afin d'élargir son portefeuille de recouvrement. D'après le secrétaire général de la SNR, les propositions retenues doivent après cela être soumises aux autorités compétentes. L'atelier sur 2 jours se poursuivra demain samedi. Écoutons Maître Boubacar Diallo, directeur général de la Société nationale de recouvrement. Ces propos sont recueillis par Chartidiane Dion. Qui va nous permettre de partager sur les textes qui régissent le fonctionnement de l'entreprise, examiner les difficultés que l'entreprise rencontre dans le cadre de son fonctionnement et pour finir, réfléchir sur les possibilités d'élargissement des missions de l'entreprise pour lui permettre de jouer un rôle beaucoup plus globalisant dans l'assainissement du secteur financier. Les textes ne sont pas obsolètes. Il se trouve qu'en fait la loi 91-21 du 16 février 1991 qui crée la Société nationale de recouvrement prévoyait des privilèges juridiques pour le recouvrement des créances. Il y avait des privilèges qui étaient contenus dans cette loi-là, comme l'hypothèque légale de la Société nationale de recouvrement. Ce qu'on voudrait présentement, c'est de s'occuper d'autres créances publiques qui sont en souffrance dans ce pays. Cela contribuerait à participer à la mobilisation de ressources pour le compte de l'État. Vous savez, la plupart des établissements publics et des sociétés nationales de la place ont des problèmes de recouvrement de créances. Nous, on a l'expertise qui nous permet de recouvrer pour le compte de ces sociétés.
À présent, direction Thiès avec la rentrée des classes pour les élèves maîtres de la 5e génération. Les élèves maîtres du Centre régional de formation du personnel de l'éducation ont reçu les conseils des acteurs du secteur. Ils sont ainsi appelés à se concentrer sur l'enseignement des élèves et non pas sur les grèves qui ont jusque-là régulièrement secoué le système éducatif. Cheranta Diop essaye la tire. Toute la communauté éducative de Thiès s'était retrouvée à la grande salle du conseil départemental de Thiès à l'occasion de la rentrée solennelle pour les élèves maîtres de la 5e génération. Un moment de rencontre entre élèves maîtres et tous ceux qui ont en charge l'éducation et la formation au niveau de la région de Thiès. Les différentes conceptions de l'éducation ont été revisitées. L'inspecteur d'académie de Thiès dessine les contours d'une bonne gestion de l'école. Vous pouvez remarquer que quand même ils ont un bon niveau. Je les ai invités dans le cadre de la formation et quand ils seront sur le terrain de garder le credo de l'excellence. Parce que la qualité et l'excellence, ça se construit dans une dynamique. Il doit être un modèle pour les élèves parce que les élèves copient sur les enseignants. Il doit être un modèle tant sur le port vestimentaire, sur la façon de parler, parce que tous les enfants copient sur les enseignants. Mais également sur le plan intellectuel, il doit être quelqu'un qui est bien assis. Le directeur du Centre régional de formation des personnels de l'éducation de Thiès a prodigué des conseils aux futurs maîtres d'école. Quand l'État vous choisit et vous confie ce qu'ils ont de plus cher, les enfants, vous devez faire violence sur vous pour essayer d'incarner le modèle que vous êtes tenté de représenter pour la communauté, pour l'État. C'est pour cela que c'est un métier contraignant. Beaucoup de sacrifices, beaucoup d'abnégation, beaucoup de dons de soi. C'est un métier qui s'accommode mal de certaines pratiques. Et l'enseignant qui a devant lui, par exemple, 50 enfants issus de foyers différents, chaque enfant doit voir en l'enseignant un modèle, un père et un mère. Il doit continuer l'œuvre d'éducation enclenchée depuis la famille. Le monde est dans une dynamique de changement. Ces formateurs tous ont demandé à ces élèves maîtres de s'adapter au contexte pour dispenser des enseignements de qualité aux élèves. Parlons à présent de la tournée nationale des acteurs non étatiques du Sénégal, une initiative pour faire le point sur le plan Sénégal émergent élaboré en 2013 par le gouvernement de Macky Sall. À Sédhiou, les acteurs non étatiques jugent le bilan négatif avec selon eux moins de 20% de réalisation dans certaines zones de la région. Écoutons à ce propos le coordonnateur de la plateforme. Ces propos sont recueillis par Bakary Comté et Salah Samb. C'est aussi la même chose. J'avoue que le rapport montre que, par exemple, on est à moins de 20%. Donc, quand on prend en termes de taux de réalisation et en coût de réalisation, on est à 44%. C'est encore très faible sur ces taux-là. Et qu'on est pratiquement à plus de 60% des projets qui ne sont pas encore réalisés, qui n'ont même pas un début de réalisation. Mais Sédhiou, aujourd'hui, donc le niveau est encore bas. Et les attentes sont encore énormes. C'est encore énorme. Donc ce qui montre que maintenant aussi les citoyens demandent aussi à plus de diligence et d'exécution dans les projets. Dans les projets, sur les questions des projets de route. On a aussi 7 projets qui sont en cours, mais aucun projet n'a démarré. Aucun projet n'a démarré. Donc c'est des choses qui arrivent en termes de désenclavement, etc. Donc c'est des problèmes que les citoyens, que le rapport a posés. Pour Sédhiou, tout est urgent. Ce qui se fait au niveau du PIDC, ce qui se fait au niveau du PNDL, etc., qu'on puisse coordonner les interventions. On a l'impression qu'il y a des doublons. Direction le nord du pays à présent. Classée patrimoine de l'UNESCO en 2002, la ville de Saint-Louis est aujourd'hui menacée de déclassement. La cause, de nombreuses constructions anarchiques qui détruisent le patrimoine culturel de la ville. À l'occasion du Festival international de jazz de Saint-Louis, autorités locales et acteurs culturels se mobilisent pour sauver le statut de la vieille ville. Direction la ville de Saint-Louis pour y retrouver nos correspondants Ousseynou Diop et Habib Sek. L'île de Saint-Louis risque d'être déclassée patrimoine mondial de l'UNESCO. Depuis cette annonce, Fils de Saint-Louis, autorités locales et gouvernementales mènent le combat pour que la vieille ville reste dans le patrimoine mondial.
Au Festival de jazz de Saint-Louis, des séances de sensibilisation sont organisées pour appeler les populations à la raison. Malheureusement, certains bâtiments qui ont une charge historique très importante sont en ruine et dans certains cas, malheureusement, les propriétaires n'observent pas les consignes pour réhabiliter ou rénover en respectant l'architecture patrimoniale. Saint-Louis est aujourd'hui très menacé par d'être déclassé par l'UNESCO parce que Saint-Louis est en ruine, surtout les constructions, le patrimoine bâti. Donc c'est en ruine, donc il est temps d'informer les élèves, de les conscientiser, de leur montrer les bâtiments qui étaient des richesses. Et peut-être que ces enfants-là vont conscientiser la population saint-louisienne et que peut-être les autorités vont faire quelque chose pour la sauvegarde de ce patrimoine. L'île est classée patrimoine mondial de l'UNESCO en 2002. Aujourd'hui, Saint-Louis est menacé par des constructions anarchiques. Le privé est en train aussi de détruire ce patrimoine sans aucune autorisation. Les fils de Saint-Louis veulent mettre fin à cette situation. La ville de Saint-Louis est remplie de richesses et parmi ces richesses les plus importantes, n'est-ce pas, nous avons le patrimoine. Donc c'est d'abord de sensibiliser les élèves qui eux-mêmes vont se charger aussi de sensibiliser le public par rapport à l'importance du patrimoine. Le combat est aussi mené par les acteurs culturels. Si tous les citoyens avaient respecté la directive qui consiste à conserver le patrimoine culturel de Saint-Louis, il n'y aurait pas cette menace-là. Je crois qu'il faut qu'on se mobilise, il faut qu'on prenne conscience que nous avons un effort à faire pour ne pas détériorer cette image de Saint-Louis. L'UNESCO n'a pas encore dit son dernier mot sur le déclassement de l'île. Plusieurs missions de contrôle ont été menées. Les festivaliers de la 25e édition, eux, admirent encore la belle ville de Mamkumbabang. Et nous restons à Saint-Louis avec le vernissage de l'artiste peintre Abdoulaye Ndoye. Après 30 années passées aux Beaux-Arts, le plasticien appelle les jeunes à se tourner vers le monde de la culture et à intégrer l'établissement. Nos correspondants Ousseynou Diop et Habib Sek ont assisté au vernissage de son exposition. Écoutons l'artiste Abdoulaye Ndoye, ils lui ont tendu leur micro. Je revisite un tout petit peu notre histoire dans cette exposition en même temps, mais avec une projection contemporaine. Les Sénégalais sont très respectés, mais les Sénégalais, les artistes sénégalais qui rentrent dans les normes. Le problème au Sénégal ici, on n'est pas dans les normes, on est toujours dans l'informel. Il va falloir que les artistes, justement, rentrent dans les normes. Ne veut pas dire cloisonner les artistes. Mais c'est-à-dire, ouais, la formation, il faut avoir une bonne formation. Deuxièmement, tu es un artiste, après ton travail, mais c'est les autres qui vont. Par exemple, ici, la scénographie. La scénographie veut dire comment les tableaux sont montés. C'est pas moi. Il y a des gens qui sont spécialisés. On passe au sport à présent. Élu en 2009 à la tête de la Fédération sénégalaise de football, Maître Augustin Senghor se présente pour un 3e mandat. Une élection qui fait beaucoup de bruit dans le monde du football sénégalais. Des anciens joueurs de l'équipe nationale ont décidé de s'opposer à la candidature de l'actuel président. À 4 mois de l'élection, 4 candidats se sont déclarés. Mais alors pourquoi autant d'intérêt et de convoitise pour le poste de président de la Fédération sénégalaise de football? Dans ce reportage, réaction du journaliste sportif Oumar Diarra et du manager sportif Georges Silva. C'est un reportage qui est signé Pape Faraning et Younous Diatta. Depuis l'annonce de l'Assemblée générale de la Fédération sénégalaise de football, les déclarations de candidature se multiplient. Une convoitise qui, selon l'avis des observateurs, se justifie par les opportunités qu'offre ce poste, mais aussi le contexte dans lequel se trouve le football sénégalais. Aujourd'hui, les sportifs en général et les footballeurs en particulier ont décidé de reprendre leur sport en main. Puisque d'échec en échec, vraiment, on s'est posé beaucoup de questions après la CAN 2017 qui était largement à la portée du Sénégal. Moi, il faut se poser la question de savoir qu'est-ce qui fait courir ces candidats. Certes, moi je me disais qu'il y a certaines candidatures qui méritent d'être prises en compte, peut-être celle du président sortant, Maître Augustin Senghor, qui sait exactement ce qu'il attend, ce qu'il a eu à faire. D'autres candidatures qu'on a eu à voir, peut-être c'est celle de Mbaye Diouf Dia qui vient d'être évoquée ce vendredi, mais aussi on peut prendre en compte, comme dans toute considération, des candidatures fantoches, des gens qui viennent un
un peu pour perturber ou bien pour amuser la galerie. Certains anciens internationaux dénoncent le 3e mandat de Maître Augustin Senghor, même si les textes le permettent. Comme dans toute organisation, tout n'a pas été parfait, mais quand même il y a beaucoup de bonnes choses qui ont été faites par l'équipe sortante. Il faudrait qu'on le reconnaisse. Les textes vraiment doivent être corrigés à ce niveau. Mais il peut être candidat puisque les textes le permettent. Déjà, on évoque un chantier immense qui attend les futurs fédéraux pour le développement du football sénégalais. Une gestion saine de toutes nos équipes nationales. Moi, je viens de Toubab Dialaw où l'équipe nationale junior est logée, mais quand même, je les ai trouvés dans des conditions très difficiles. Donc, ils m'ont dit qu'ils n'ont pas reçu leur prime de la CAN. À 4 mois de l'élection, la succession de Maître Augustin Senghor est ouverte. De confisquer sa gestion, même s'il soutient que le bilan est plus que positif. D'autres candidatures se profilent à l'horizon. Ce soir, le dossier de la rédaction s'intéresse à la danse, une discipline qui sera célébrée dans le monde entier demain, samedi 29 avril. Comment se porte la danse au Sénégal? Comment évolue-t-elle? La rédaction est partie à la rencontre de la compagnie Bakalama. La danse au Sénégal et les professionnels du 5e art, c'est un dossier signé par Ibou Diouf et Ababakar Kamara. Au-delà de la passion, ils en font un métier, la danse. Sur scène, tous pour cet ensemble défini de mouvements dénués de signification. Sous la forme la plus élémentaire, pour moi, la danse, c'est l'objet d'un enthousiasme qui ne se demande pas ou un besoin naturel instinctif de l'homme. L'exécution de mouvements au rythme de la musique. La danse, c'est aussi l'affaire de ces troupes Bakalama. Depuis sa création, ces professionnels du 5e art s'investissent dans la culture. Et donc la compagnie Bakalama a été créée en 1972 par les ressortissants de Thionkessil à Dakar. Donc depuis 1972, elle œuvre pour la culture au Sénégal. Et depuis 2000, la troupe est devenue une compagnie de danse. Parce que quand ils ont créé la compagnie, alors au départ c'était pour permettre aux ressortissants non seulement de se retrouver, mais pour ceux dont les enfants sont nés à Dakar, de connaître un peu la culture, leur culture, pour ne pas être déracinés. Depuis 2000, la troupe est devenue une compagnie de danse. Parce que nous faisons non seulement de la danse, mais nous avons une école de percu, une école de danse, une école de percu et nous œuvrons aussi dans d'autres domaines de la culture. Avec la danse, l'actuel rituel devient distraction, d'où l'importance de la Journée internationale de la danse. Donc l'importance de la Journée internationale de la danse, c'est la célébration de la danse partout dans le monde. Donc ici au Sénégal, on a commencé à le célébrer en 2004. C'était même ici à la Maison de la Culture avec l'association Kaifech et la compagnie Bakalama. Ici au Sénégal, on le fait déjà aussi pour un peu voir les problématiques de la danse au Sénégal. Au Sénégal et sur les paysages culturels, la danse occupe de plus en plus une place de choix. Oui, je pense que les danseurs sont actuellement conscients de ça et on est en train de voir, mais ça manque toujours la formation parce qu'on est en train de travailler sur ça, surtout sur des créations. De façon générale. De façon générale, je disais de façon générale. Même vous voyez maintenant les clips, ça commence à changer, même le décor et tout. Les gens maintenant ont tendance vraiment à écrire l'idée de la musique et en même temps à danser dans les clips aussi. Ici au Sénégal, la danse fait partie de notre histoire, une tradition ancestrale, et chaque peuple s'identifie à travers sa propre danse. Ce 29 avril, on va encore danser. Ibou Diouf et Ababakar Kamara, merci. La journée mondiale de la danse qui sera donc célébrée demain samedi. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Très bon début de week-end à toutes et à tous. Et à demain, 20h pour le Journal du Soir.